Bonjour à tous, bienvenue sur la PNIX, émission radio du journal international. Aujourd'hui, on vous parle du dopage dans le sport. Selon le journal Le Monde, la semaine dernière, et plus précisément le vendredi 12 mars, Richard Freeman, ancien médecin de l'équipe de cyclisme britannique Sky, a été reconnu coupable d'avoir commandé de la testostérone en 2011 à des fins de dopage. Il a admis devant le Conseil général des médecins britanniques 18 des 22 accusations, mais a nié le but de dopage. Ce verdict soulève des questions sur les performances de l'équipe de cyclisme britannique qui a dominé les Jeux Olympiques de 2018. Datant de l'Antiquité, le dopage est ancien, mais il s'est modernisé pour venir s'inscrire dans tous les domaines de compétition sportive. Nos chroniqueurs vont nous expliquer en détail cette problématique ancienne, mais qui reste actuelle. Aujourd'hui, c'est Roxane qui nous raconte l'historique du dopage dans le sport. Mardi, Vincent nous analyse les conséquences du dopage sur la santé. Mercredi, Antoine nous explique le dopage d'État. Jeudi, c'est Camélia qui nous présente la lutte contre ce phénomène. Et enfin, vendredi, Anna se penche sur le parcours de Yulia Stepanova. Bonne semaine sur la PNIX. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire un bond dans le temps pour comprendre l'histoire du dopage. Si vous suivez un minimum les actualités, et particulièrement celles sportives, milieu dans lequel le sportif doit répondre aux attentes d'un secteur ultra concurrentiel, vous devez être au courant que le dopage occupe une certaine place, et ce depuis le 6e ou 5e siècle avant Jésus-Christ. En effet, l'homme, avec un grand H, a toujours cherché à améliorer ses performances, aussi bien intellectuelles que sportives, afin de dominer son ennemi ou son adversaire, vaincre la fatigue ou la peur, conquérir ou exercer le pouvoir, selon Jean-François Bourg dans son ouvrage Le dopage, paru en 2019 que je vous conseille. Au début, le dopage était principalement utilisé pour la chasse afin d'augmenter leur capacité, puis il s'est vite transposé dans le monde sportif afin de conquérir des gains symboliques et matériels, comme le montrent les athlètes grecs lors des Jeux olympiques antiques. Ces derniers ingéraient différents types de viande en fonction de leur discipline. Les sauteurs mangeaient de la viande de chèvre, les boxeurs et lanceurs de la viande de taureau, et les lutteurs, eux, préféraient la viande de porc, selon les recherches du docteur Patrick Bakéar. Ces sportifs grecs et romains avaient également recours à l'hydromel, qui était contenu dans les feuilles de sauge et avait des propriétés toniques. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, moins glamour, les coureurs de fond de la Grèce antique utilisaient eux des décoctions de prêle pour se contracter la rate, afin d'éviter de faire des pauses pour leurs besoins. Déplaçons-nous maintenant plus au sud, où les populations africaines et amérindiennes avaient une certaine addiction aux feuilles de casse et à la noix de cola, qui permettent d'accroître leur énergie physique et psychique, mais également sexuelle. Plus à l'est maintenant, depuis environ 3000 ans, les Chinois quant à eux font appel aux vertus du ginseng. Connu pour stimuler le système immunitaire, combattre la fatigue physique et intellectuelle, ou encore pour aider les convalescents à reprendre des forces. A noter que c'est au cours des années 1820 qu'une avancée se produit. L'isolement des principes actifs des plantes, des métaux et des produits chimiques permet d'envisager une production à grande échelle. Et c'est à la fin du 19e siècle que l'on passe de la production artisanale de médicaments à une production industrielle. Plus récemment, c'est au cours des années 1960 que dans la pratique sportive sont développées des mesures antidopage suite malheureusement au décès du cycliste danois Knut Jansen lors des JO de Rome suite à la prise d'amphétamine. 8 ans plus tard, c'est lors des JO de Mexico que les CIO imposent les premiers contrôles antidopage suite à la propagation des stéroïdes anabolisants et de la testostérone. Ces deux substances facilitant la prise de masse musculaire, augmentant la capacité à s'entraîner et facilitant la récupération. Toujours dans le sport, peut-être êtes-vous au courant que l'un des plus grands programmes de dopage connus à ce jour est celui des nageuses de l'Allemagne de l'Est de 1970 à 1980. Ces dernières ayant effectué un grand nombre de records du monde durant cette période. C'est seulement 10 à 20 ans plus tard que le doute est levé, les nageuses étant sous testostérone. À cela s'ajoute qu'en 1976, au JO de Montréal, 7 haltérophiles sont disqualifiés. En 1984, lors des JO de LA, 11 athlètes sont testés positifs. Et cela se répète pour les JO de Séoul en 1988, les Jeux asiatiques d'Hiroshima en 1994 et lors des championnats du monde de Canton en 1995, avec la découverte de nouvelles substances telles que l'hormone de croissance
et l'érythropoïétine, rendant plus difficile leur détection lors de contrôle. Comme vous pouvez le constater, le dopage existe depuis toujours dans notre société, bien que les techniques, elles, évoluent, en témoignent les effets recherchés. Aujourd'hui, le microdopage est fortement privilégié, ce qui permet de réduire les chances de détection et de rester sous les seuils autorisés. De plus, depuis environ 60 ans, les techniques antidopage, principalement dans le sport, ont connu un essor et de nombreuses avancées médicales ont été effectuées. Seulement, un délai entre 5 et 10 ans est nécessaire entre les premières détections et leur interdiction par l'Agence mondiale antidopage. Avec les avancées thérapeutiques et la pharmacopée permettant d'agir sur la carte génétique humaine, on peut alors se demander si un jour le dopage disparaîtra complètement de notre société.